Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier de Richebourg SA. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me faire un don en utilisant le lien en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite. Donc le cours de l'action, en 2020, s'est trouvé à quasiment 2 euros, il a monté jusqu'à 10 euros en 2022, et là il se stabilise autour des 5 euros. Donc ça a l'air volatile comme dossier. On regarde le chiffre d'affaires, on voit que en médiane, on a une décroissance sur 10 ans. Donc soit le marché est très cyclique, soit c'est l'entreprise qui est mal gérée. En tout cas, là-dessus, on va essayer de ne pas tenir compte de la croissance, car ça a l'air très incertain. Et on voit que l'entreprise a accumulé 800 millions d'acquisitions sur 10 ans. Donc, ce type d'activité de Richebourg, c'est du recyclage de matériaux, plus du service, mais ça c'est un tout petit segment. Le recyclage de matériaux, c'est cyclique, et c'est du service. Donc, l'idée, c'est de mailler le territoire en ayant des décharges, et on croit en faisant des acquisitions de parts de marché localement, géographiquement. Donc le but c'est de racheter petit à petit, avec la stratégie du nénuphar, des positions dans la zone d'opération. On regarde, est-ce que cette entreprise a des marges correctes, en stabilité ou en croissance. On voit que le taux de marge brute, il a un peu monté depuis le début de la décennie, puis là se stabilise autour d'un niveau assez peu élevé, finalement de 23%. Donc quel est le niveau de l'industrie? Parce que ça dénote qu'il n'y a pas forcément d'avantage compétitif sur ce type d'activité, donc il faut essayer de croître rapidement pour prendre des parts de marché. Alors, au niveau des EBITDA, après un sommet à 11,82, peut-être que c'est lié aussi au prix des matériaux, à cause de l'inflation, puisqu'elle achète les matériaux qui sont recyclés. On se retrouve à un point bas à 5,70. Donc là, le cours des matériaux étant déprécié, il faut encaisser bien, il faut bien gérer ces bas de cycle. C'est la même chose que sur ceux qu'opèrent dans le secteur des matériaux, comme Jackie Metals, comme Arcelor, etc. La marge nette est quand même très faible, donc c'est un métier de pince, à mon avis, où les marges nettes sont très faibles, donc il faut être très très bon dans la gestion pour éviter de faire des pertes, et bien gérer les cycles. Est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc il faut évaluer l'entreprise avec les free cash flow, préférablement aux bénéfices nets, et on voit qu'il y a une différence de 1,4 milliard. Où est-ce que ça peut passer? On va regarder comme d'habitude dans les dépréciations et amortissements, on voit qu'il y en a 3 milliards, après peut-être qu'il y a des capex qui viennent un peu amoindrir ces free cash flow qui sont obtenus grâce aux dépréciations. Donc là on regarde Capital Expenditures, on se met en cumulé sur la période, donc en cumulé sur la période, on est sur 3 milliards de capex. Donc là après il faut regarder dans le détail ce qui se passe, mais en tout cas c'est une entreprise qui fait les dépenses en capital et ensuite déprécie son appareil industriel, on a probablement des terrains et des machines, donc ça explique pourquoi les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Est-ce que la rentabilité est au rendez-vous pour cette entreprise? On voit que c'est très cyclique, donc ça doit dépendre du prix de la matière première, et on est sur une médiane de 9%, maintenant là on est plutôt sur un bas de cycle à 6%, donc ce type d'activité, il faut bien se positionner, vérifier que le management gère bien les bas de cycle, pour ensuite aller taper des rentabilités élevées quand les prix des matières premières commencent à bien monter. Est-ce que maintenant c'est un bon timing? On va regarder ça après. Si on regarde la dette de l'entreprise, là par contre c'est pas rassurant, on a 770 millions de dettes nettes, ce qui représente un peu moins de 4 fois les l'EBITDA, un peu plus de 6 fois les free cash flow. Donc là la priorité du management ça doit être de désendetter l'entreprise. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'on est sur un bas de cycle encore, et que le niveau de dette est élevé. Donc si la croissance ne revient pas, il va falloir trouver des free cash flow quelque part pour rembourser la dette. Alors est-ce que l'entreprise utilise ces free cash flow pour payer des dividendes ou acheter des actions? On voit qu'il y a eu quand même des dividendes sur les années passées, peut-être que c'est pas une bonne décision, qu'il vaudrait mieux couper ce dividende pour rembourser la dette en étant prudent. Pour moi ça c'est une allocation du capital qui est pas forcément très prudente. Après par rapport au free cash flow, le dividende en soi n'est pas si élevé que ça, mais il faudrait quand même prioriser la dette. Par rapport au free cash flow, on a moins de 5 fois. Bon, ça reste correct. Maintenant, s'il faut rembourser la dette, peut-être qu'il faudrait couper ce dividende. Et on voit que le nombre d'actions reste stable sur les dernières années. Très bien, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les free cash flow pour acheter des actions. Est-ce que l'entreprise est valorisée chèrement par le marché? Il faut aussi prendre en compte d'ailleurs qu'elle a des participations dans Elior, donc elle veut faire des synergies, peut-être qu'ils vont fusionner à un moment donné, parce que de Richebourg à 48% de Elior, donc peut-être qu'au bout d'un moment, quand Elior sera redressé, il y aura des dividendes qui vont rentrer, ou alors ils vont fusionner les entreprises. En tout cas, si on regarde
la valeur d'entreprise sur EBITDA, puisqu'il y a de la dette. On va regarder cette valorisation, cette métrique-là des valorisations. On voit que la médiane est à 5,2 et actuellement on est à 6,6. Donc là-dessus, est-ce qu'on la joue comme une cyclique? C'est-à-dire que les cycliques, il faut les acheter quand la valorisation est élevée, parce que c'est-à-dire que les profits sont bas, mais les cycliques, quand on les joue de cette façon, il faut aussi s'assurer que le bilan est sain et qu'il n'y a pas beaucoup de dettes. Là, malheureusement, il y a quand même un peu de dette pour une cyclique, donc c'est pas très prudent cette façon de gérer. Moi, je trouve que ce dossier est quand même dangereux. En bas de cycle, et le management va peut-être réussir à faire monter les free cash flow, mais on est quand même un peu limite. Est-ce qu'on peut regarder par rapport au bilan s'il y a une marge de sécurité? Parce que comme il y a la participation dans Elior et il y a aussi les terrains, etc., on voit que on est à 1,1 fois les actifs tangibles. Donc là, il n'y a pas vraiment de marge de sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait... Si on veut rentrer sur le dossier, si on a envie de jouer sur une cyclique, il faudrait regarder. Donc il y a plusieurs façons. Soit on attend un peu que le groupe se désendette, et si le cours stagne, on pourra avoir un point d'entrée plus stable. On attend sinon que le cours baisse un petit peu à par exemple 0,9 fois la tangible book value, donc il faudrait quand même qu'il y ait peut-être 20%, 25% de baisse, et là on pourrait rentrer sur le dossier avec une marge de sécurité sur les actifs tangibles. Là pour l'instant je trouve que le dossier est un peu risqué, c'est typiquement un dossier cyclique, mais il y a trop de dettes. Voilà. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.